Alors voilà deux thèmes essentiels pour comprendre Pline, la question chrétienne et la corruption. La question chrétienne est fascinante. Clairement, Pline est un libéral. Pour nous, c'est un homme généreux, honnête, pas fanatique du tout. Il ne cherche pas des victimes, au contraire, il donne une chance à chaque chrétien de dire non et à ce moment, il le libère lui-même. Il écrit à l'empereur pour pour la permission de continuer, puis l'empereur est du même avis. On ne cherche pas. Ce n'est pas une question d'une purge stalinienne où on dit, il y a 20 ans, on l'a vu en train de manger un dîner avec Trotsky. Ce n'est pas une question où on ne peut plus se dédire de quelque chose. Non, ils veulent absolument être aussi légers dans les punitions que possible. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de dire pourquoi pas les tolérer. Et ça, c'est l'exemple de rectitude politique d'un monde qui est très différent du nôtre et où les gens pensaient que c'était ça la chose à faire. Comme nous sommes convaincus de notre présentisme, de nos propres idées, et ils ne pouvaient pas concevoir qu'on pouvait tout simplement laisser le christianisme. Pourquoi? Pas une question d'assemblée. Il a mentionné que toutes les assemblées sont illégales, mais il y avait des assemblées dans les temples aussi. Les gens se réunissaient dans les temples pour les sacrifices. Le problème, c'était que les chrétiens ne reconnaissaient pas la suprématie de l'empereur comme lui le reconnaissait. Il écrivait à l'empereur, Sire, dites-moi quoi faire. Où est-ce que je peux ériger ta statue? Et les chrétiens ne disaient pas ça. Ils disaient, je ne volerai pas, je ne commettrai pas l'adultère, je ne ferai rien, je ne ferai pas de mal, mais je ne veux pas déifier l'empereur. Et c'était inacceptable. Pensons à un autre exemple du XVIIe siècle, où le présentisme du XVIIe siècle faisait d'un homme moderne quand même un homme aveugle sur une question. John Milton, en Angleterre, a écrit une lettre en faveur de la liberté des religions, liberté d'expression aussi. Pourquoi? On ne peut pas supprimer d'avance des positions parce qu'on ne saura jamais si elles sont dangereuses ou non. Permettons que tout soit imprimé. Permettons que toutes les religions soient permises. Mais là, Milton était parmi ceux qui étaient en faveur du retour des Juifs en Angleterre, tout cela. Mais il y avait une exception, ils ne pouvaient pas l'accepter, très semblable à Pline, pas les catholiques. Pourquoi pas les catholiques? Parce que tout un catholique est un agent du pape. On ne peut pas permettre à un agent du pape de s'exprimer. Alors Milton, en exprimant une idée tout à fait moderne, liberté d'expression, un des premiers à mettre ça avant Locke, de les dire de façon moderne, ne pouvait pas, comme Pline ne pouvait pas comprendre qu'on pouvait accepter le christianisme comme étant une chose normale. Qu'on nous ne comprenons pas quand nous voulons supprimer, quand nous pensons que certains groupes minoritaires religieux ne pourront jamais être majoritaires, ça c'est du fanatisme, c'est de l'extrémisme, on ne peut pas les tolérer. On ne comprend pas que le christianisme était dans la même position que ceux que nous voulons aujourd'hui prohiber ou limiter ou contrôler. Ils ne peuvent pas se rencontrer parce qu'ils vont se radicaliser, n'est-ce pas? Il y a une assemblée de quelques jeunes personnes, ils vont être radicalisés comme les chrétiens n'allaient pas accepter l'empereur, comme les catholiques allaient faire venir le pape en Angleterre au XVIIe siècle. C'est à peu près la même chose. Et il faut comprendre cela. La rectitude politique, le présentisme de notre époque, c'est toujours dangereux. Et Pline, homme libéral, ouvert d'esprit, est victime de cela. Je présentais un procès dans lequel il y avait un aspect psychiatrique. Puis un psychiatre, un très proche ami que j'ai engagé pour cette cause, était devant le juge Tingley de la Cour supérieure. Il parlait de la psychose. Et Tingley a dit à un certain moment, « Docteur, c'est quoi une psychose? » Et le docteur répond, « C'est une croyance dans des choses qui ne pourraient pas possiblement
être vraies, sauf si elles sont justifiées par l'opinion générale dans votre communauté, votre groupe, votre monde. Et qu'est-ce que vous voulez dire par ça, dit Tingley? Mais c'est très simple, votre Seigneurie, répond le psychiatre. Si je vous disais qu'un homme vient d'être crucifié en public et qui a été enterré, gardé pendant 3 jours, puis qu'il est sorti vivant par une forme de résurrection, ça serait une psychose. Cependant, peut-être la moitié des Québécois croient dans ça. Et on n'est pas en train de leur imposer un examen psychiatrique. Ce qui nous ramène au fait que le présentisme, les idées qui sont aujourd'hui d'émise, que nous devons absolument croire que les systèmes démocratiques, c'est la fin de l'histoire, par exemple. Ça c'était très à la mode dans les années 1990. Maintenant, nous savons que ce n'est plus vrai, que les lois du marché sont éternelles et permanentes et que toute tentative de se débarrasser de ces lois-là est vouée à l'échec, que certaines positions sur l'égalité, sur les questions sexuelles sont nécessairement meilleures aujourd'hui que dans n'importe quel moment dans l'avenir. Toutes ces choses-là sont dangereuses. Pline montre un dévouement aux idées de l'année 110, quand le chrétien était nécessairement dangereux parce qu'il ne sacrifiait pas à l'empereur, quand un homme raisonnable et gentil voulait éviter à tout prix de verser le sang. Il suffit qu'ils disent non, j'en ai eu assez, qu'il soit pardonné, et pourtant il ne pouvait pas franchir l'étape d'une indifférence. Eh bien, vous pensez ça, partez en paix. C'est votre, l'histoire nous montrera qui a eu raison. Et en fait, bien sûr, les deux ont eu raison, n'est-ce pas? Les chrétiens ont gagné la bataille pour l'Empire romain. Mais quand les chrétiens ont gagné, grâce à Constantine et Théodosien, ce n'était pas plus libéral. L'empereur avait exactement la même position qu'il avait sous Trajan. Alors l'empereur a gagné et les chrétiens ont gagné. Mais en 110, en année 110 plutôt, Pline ne pouvait pas voir ça. Deuxième question, corruption. On voit beaucoup de choses très semblables. La remarque que certains gens faisaient, qu'on nous impose un escroc, on s'en débarrasse, puis un deuxième escroc vient, c'est très moderne. Beaucoup de gens pensent ça aujourd'hui. Ils pensent qu'il va y avoir un escroc qui va suivre l'escroc qui nous exploite maintenant. C'est certain que la corruption est partout, la corruption est toujours avec nous. Et pourquoi? Je pense que la réponse est assez simple. Et c'était ça à Rome aussi. C'est à cause du système. À Rome, il n'y avait pas de système d'exécution, il n'y avait pas de fonction publique payée, non corrompue. Alors, il fallait envoyer un collecteur de taxes, un peu comme les rois de France faisaient au XVIIIe siècle aussi. Quelqu'un qui allait, si vous voulez, dépouiller une province pendant 4 ou 5 ans. Mais c'est naturel qu'un homme comme ça s'enrichissait lui-même, écrivait à sa tante combien il avait reçu en pot de vin et s'en vantait avec un enthousiasme d'une naïveté totale. Et après ça, bien sûr, le public était fâché, il fallait le punir. Alors on le punissait, puis un autre venait, il faisait la même chose. Mais chez nous, notre corruption, c'est à peu près la même chose. Notre corruption, c'est que nous avons un système dans lequel la plus grande valeur est donnée à l'argent. Il faut avoir l'argent. Tout est mesuré par l'argent. Il n'y a plus de valeur spirituelle. Les classiques s'estompent, les connaissances. Notre valeur individuelle est mesurée par l'argent. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de façons honnêtes de faire beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Parce que si on déclare tout, on va vivre confortablement. Je ne me plains pas. J'ai vécu honnêtement toute ma vie et je n'ai pas vécu dans une abjecte pauvreté. Mais je n'ai pas ce que les autres veulent. Je n'ai pas les yachts, les avions privés, les choses
je ne peux pas m'acheter un Rubens. Donc, la réponse, c'est que les gens trichent, et quand on découvre un tricheur, il y a un autre qui vient courir la chance parce que la tentation est tout simplement trop grande. Et c'était exactement la même chose qu'il avait. Mais qu'est-ce que nous savons de ce procès pour corruption? Mais d'une part, c'est très moderne. Il y a des différences. Une des différences, c'est la relation entre les juges et les procureurs. C'est les juges qui ont nommé les procureurs. Et il semble que les gens adressent des pétitions aux avocats, aux procureurs, de ne pas aller contre leur ami, de sauver leur ami. Ça ne se fait pas. Il semble que lui-même porte un jugement. Par exemple, que la femme était innocente. Je ne procède pas contre elle, même si je suis chargé de la demande. C'est certain que la relation entre le juge, l'avocat et l'empereur n'est pas celle d'aujourd'hui. Mais faisons attention, elle n'est pas si loin de la nôtre. Elle ressemble un peu le rôle du procureur de l'État en France, par exemple, parquet, où ils ne sont pas exactement sur un plan de qualité, la défense et le parquet. Certainement, dans les pays de l'Est, c'était le cas. Et j'ai entendu un avocat, un grand avocat de Toronto, nous décrire son expérience terrible pendant le procès de Conrad Black à Chicago. Il s'agit de Eddie Greenspan, maintenant malheureusement plus parmi nous. Eddie Greenspan a dit qu'il était choqué. La couronne, l'État, parce qu'il n'y a pas de couronne aux États-Unis, n'est-ce pas? Les procureurs de l'État étaient assis à côté de la juge, pouvaient toujours avoir son attention. Nous étions loin, et il fallait se battre pour qu'elle nous écoute quand nous avons un mot à dire. Il n'y avait même pas un semblant d'égalité, et c'est le procureur de l'État qui prenait les décisions. Quelle cause est plus grave que l'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout ça. Donc, je pense que le procès n'est pas si loin d'un procès moderne, quoique d'après Eddie Greenspan, je suis tendance à être d'accord avec nous, au Canada, il y a une plus grande égalité entre la demande et la défense. Nous sommes assis à la même distance des juges et nous avons autant de chances de nous lever et faire nos objections, faire nos remarques que les autres. Mais ce qu'on peut apprendre en lisant les descriptions des procès pour corruption, qui durent très longtemps, n'est-ce pas, comme le procès de Laval, où ça fait maintenant 3 ou 4 ans, les Hells Angels, Laval, on n'est pas venu au procès encore, 3 ou 4 ans après la découverte. On voit que c'est très, très semblable et que les symptômes sont les mêmes. Quand un système encourage le vol et la corruption, ce sont les résultats absolument inévitables. Et quand on punit les quelques coupables qu'on choisit, ça ne met pas fin à cela. Il faut d'autres valeurs. Il aurait fallu changer de valeurs, changer des idéaux que les gens ont pour leur vie, pour diminuer la quantité et la possible injustice de ces procès-là, parce qu'il est très possible que ce n'est pas les plus coupables qui ont eu le problème. J'attire votre attention à une phrase, je vais finir maintenant. La sévérité excessive cache souvent la partialité et la corruption des juges. C'est le cas. Même aujourd'hui, quand les juges dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, mais parmi eux aussi, se formalisent parfois. Tout est sérieux, tout est grave. Vous savez, ils vont prêcher à quelqu'un condamné pour vol à tel âge. C'est très grave ce que vous avez fait. Oui, c'est très grave, mais ce n'est pas comparable au meurtre. Et quand tout est très grave, c'est un signe d'une justice qui n'est pas très bonne. Il faut comprendre que certaines choses sont graves, mais pas si graves que ça. Livre 1, lettre 20,
à Tacite. Je suis souvent en discussion avec un savant et brillant orateur pour qui la première qualité d'une plaidoirie est la concision. Je reconnais l'importance de cette qualité, à condition que la cause s'y prête. Sinon, ce serait de la prévarication que d'omettre ce qu'il est utile de dire, de la prévarication encore que d'effleurer brièvement et comme en courant ce qu'on doit imprimer, enfoncer, répéter. Bien souvent, en effet, un long développement donne plus de force et de poids à un argument. Pour qu'un trait se grave dans l'esprit, c'est comme une épée qu'on enfonce dans le corps. Il ne suffit pas de frapper fort, encore faut-il appuyer le coup. Il me donne des exemples à l'appui de sa thèse, me cite les discours de Lysias chez les Grecs, ceux des Gracques et de Caton chez nous, modèles de concision et de brièveté. À Lysias, j'oppose Démesthène, Échine, Hypéride et beaucoup d'autres. Aux Gracques et à Caton, César, Caelius et surtout Cicéron, dont le plus long discours passe pour le meilleur. Si un livre est bon, ma foi, c'est comme pour le reste. Plus il est gros, plus il a de valeur. Pour les statues, par exemple, les portraits, les peintures et d'une façon générale, les œuvres représentant des êtres humains, des animaux ou même des arbres, si le travail est bon, c'est la taille qui compte avant tout. Pour les discours, c'est la même chose. Je dirais même que l'épaisseur du volume impressionne et donne un préjugé favorable. J'ajouterai ce que m'a enseigné l'expérience, le meilleur des maîtres. J'ai souvent plaidé, j'ai prononcé de nombreux jugements, j'ai assisté beaucoup de plaignants. L'auditoire réagit différemment aux différents effets. Et bien souvent, un simple détail est lourd de conséquences. Les goûts de l'assistance changent, ses jugements aussi. Ceux qui ont écouté ensemble le même discours ne l'apprécient pas de la même façon, ou s'ils sont d'accord, fondent leur opinion sur des impressions différentes. En outre, tout le monde aime ce qu'il a trouvé lui-même et accueille comme un trait de génie ce qu'il avait en tête quand un autre l'a prononcé. Il faut donc donner des phrases à retenir, à reconnaître. Un jour où nous avions le même client, Régulus m'a dit « Tu te crois obligé d'entrer dans les moindres détails. Moi, je vais droit au cœur. » Oui, ils sont à la gorge des arguments qu'il a choisis, mais ne fait pas toujours le bon choix. Je lui ai répondu qu'il atteignait le genou ou le talon quand il croyait frapper au cœur. Mais moi, ajoutai-je, qui ne sait pas viser au cœur, je tâtonne, j'essaie toutes sortes de coups, je retourne les pierres l'une après l'autre. Sur mes terres, je cultive et fais pousser de la vigne, mais aussi des arbres fruitiers. J'ai des arbres fruitiers, mais aussi des champs cultivés. Dans ces champs, on sème du blé, du froment, mais aussi du seigle, des fèves et d'autres légumineuses. De la même façon, quand je plaide, je sème plusieurs sortes de graines pour récolter ce qui aura poussé. L'humeur des juges est en effet aussi imprévisible, aussi changeante, aussi capricieuse que le temps ou la nature du sol. Je me rappelle comment le poète comique Eupolis louait l'éloquence de Périclès. La persuasion, jointe à la rapidité, régnait sur ses lèvres. Il charmait, et il était le seul des orateurs à laisser son dard planté au cœur des auditeurs. Jamais Périclès n'aurait obtenu cette persuasion, ce charme par la concision ou la rapidité, ou ces deux qualités ensemble, qui ne sont pas absolument identiques, s'il n'avait eu des dispositions exceptionnelles. Pour plaire et convaincre, il faut en effet étoffer son discours et prendre son temps. Seul celui qui ne se contente pas d'une écorchure, mais pique profondément, peut laisser son dard au cœur des auditeurs. Ajoute ce qu'un autre comique disait du même Périclès. Il lançait des éclairs, il grondait comme le tonnerre, il secouait toute la Grèce. Pour produire l'effet du tonnerre, lancer des éclairs, ébranler le monde et tout mettre sans dessus-dessous, ce qu'il faut, ce n'est pas un discours dont on a taillé, coupé les branches, mais un discours ample, majestueux, élevé. Le mieux est de garder la mesure. Qui dit le contraire? Mais l'orateur est aussi loin de garder la mesure s'il est au-dessus
ou en dessous de la barre, trop concis ou trop diffus. On entend souvent des remarques de ce genre. « Il est trop bavard et ne sait pas s'arrêter » ou encore « Il est sec et manque de puissance ». On reproche à l'un de sortir du sujet, à l'autre de ne l'avoir pas traité à fond. Mais ils ont tort tous les deux. L'un manque de force, l'autre en a trop. Ce défaut vient d'un tempérament généreux, mais qui manque de rigueur. Je n'aime pas l'orateur intarissable dont parle Homère. Je préfère cet autre avec des mots qui tombent comme des flocons de neige en hiver. Ce n'est pas une raison pour ne pas aimer beaucoup aussi celui qui prononce peu de paroles, mais des paroles qui sonnent bien. Si je dois choisir, je préfère l'éloquence qui fait songer à la neige qui tombe en hiver. Je veux dire, celle qui recouvre tout en abondance, généreuse, présent des dieux, tombée du ciel. Mais beaucoup de gens aiment mieux que la plaidoirie soit courte. Oui, les paresseux dont il serait plaisant de prendre la délicatesse et l'indolence pour la règle du goût. Si tu prends conseil de ces gens-là, il faut traiter rapidement ton sujet, ou mieux encore, ne pas le traiter du tout. Voilà ce que je pense actuellement. Mais je modifierai mon point de vue si tu n'es pas d'accord avec moi. Je te demande seulement de me donner tes raisons. Sans doute est-il normal de me soumettre à ton autorité, mais je pense qu'il vaut mieux, dans une question si importante, me rendre à tes raisons qu'à ton autorité. Si tu crois que je suis dans le vrai, envoie-moi ne serait-ce qu'un court billet pour me donner raison. Mais si je suis dans l'erreur, fais-moi parvenir une très longue lettre. Est-ce te corrompre que de t'imposer, pour m'approuver un simple billet, une longue missive, si tu es d'une opinion contraire? Adieu. Livre 6, lettre 2 à Arianus. Il m'est souvent arrivé de chercher Marcus Régulus pendant un procès. Je ne veux pas dire que je le regrette, mais pourquoi est-ce que je le cherche? C'était un grand professionnel. Il tremblait, pâlissait, écrivait, incapable toutefois d'apprendre son texte par cœur. L'emplâtre qu'il posait sur l'œil droit ou le gauche, le droit s'il devait parler pour le demandeur, le gauche si c'était pour le défenseur, le bandeau blanc qu'il mettait au-dessus du sourcil droit ou gauche, les aruspices qu'il ne manquait jamais de consulter sur le résultat du procès, toutes ces manies venaient d'une superstition ridicule, mais reflétaient aussi un grand professionnalisme. Ceux qui plaidaient dans le même procès que lui étaient trop contents qu'il demande un temps de parole libre et invite des gens pour l'écouter. Quel plaisir, en effet, de parler aussi longtemps qu'on veut, aux dépens d'un autre, de se trouver devant un auditoire venu pour un autre et de feindre la surprise. Malgré tous ces avantages, Régulus a bien fait de mourir. Dommage qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Bien qu'aujourd'hui, sous un empereur comme le nôtre, qui ne lui laisserait pas le pouvoir de nuire, sa vie n'aurait rien d'alarmant pour le public. Il est donc permis de le chercher quelquefois. Après sa mort, l'habitude s'est prise partout et s'est imposée de donner et de demander une ou deux clepsydres, parfois même la moitié d'une. Les orateurs aiment mieux avoir fini de plaider que plaider, et l'assistance expédier l'affaire que la juger. Quelle indifférence, quelle paresse, quel mépris de la procédure et des intérêts en jeu. Serions-nous beaucoup plus sages que nos ancêtres, plus justes que leurs lois qui fixaient le nombre d'heures, de jours, de renvois? Ah, ils étaient bornés et avaient l'esprit lent. Nous parlons plus nettement, nous comprenons plus vite, nous jugeons mieux, puisqu'il nous faut moins de clepsydres pour expédier une affaire qu'il ne leur en fallait généralement pour l'exposer. Ah, Régulus, tu as obtenu de tous les juges, par complaisance, ce que très peu d'entre eux sont prêts à accorder aux avocats consciencieux. Pour ma part, chaque fois que je suis appelée à juger, et je juge plus souvent que je ne plaide, j'accorde toujours le maximum de clepsydres demandés. Je trouve bien risqué de deviner l'ampleur d'une affaire sans l'avoir entendue et de fixer le temps à lui accorder en ignorant quel développement elle prendra.
Le premier devoir d'un juge est la patience. C'est la principale vertu de la justice. Mais il y a des choses inutiles dans un discours. Oui, mais mieux vaut les dire que de ne pas dire ce qui est nécessaire. On ne peut d'ailleurs savoir si elles sont inutiles avant de les avoir entendues. J'aimerais mieux te parler de vive voix de ces choses, ainsi que des nombreuses imperfections de notre société. Toi aussi, tu te soucies assez de l'intérêt général pour espérer depuis longtemps supprimer des abus qu'il est difficile aujourd'hui de corriger. Jetons maintenant un coup d'œil sur nos maisons. Tout va-t-il bien chez toi? De mon côté, rien de neuf. Je me réjouis davantage de mon bonheur parce qu'il dure, et j'accepte mieux mes contrariétés parce que je m'y habitue. Adieu. Livre 5, lettre 9, à Sempronius Rufus. Je descendais à la basilique Julia pour savoir à qui je devais répondre lors de la prochaine audience. Les juges siégeaient, les décemvirs étaient à leur place, les avocats se trouvaient là. Le silence se prolonge. Quelqu'un arrive enfin de la part du préteur. Les 100 juges sont congédiés, la séance est ajournée. J'en suis enchanté, car je ne me sens jamais suffisamment prêt pour ne pas me féliciter d'un retard. Le préteur Népos, chargé de l'instruction, était responsable du report d'audience. Il avait publié un bref édit où il prévenait les accusateurs et les accusés qu'il appliquerait les dispositions du Senatus Consulte. Le Senatus Consulte était cité à la suite de l'édit. Tous ceux qui étaient impliqués dans un procès devaient jurer avant l'ouverture du procès qu'ils n'avaient rien donné, rien proposé, rien promis à personne pour défendre leurs intérêts. Ces mots et toute la page d'écriture qui suivait interdisaient que l'on vende ou que l'on achète des plaidoiries. Pourtant, on était autorisé à recevoir de l'argent à la fin du procès à concurrence de 10 000 sesterces. Le préteur présidant la cour des 100 juges, troublé par la décision de Népos, nous accordait ce congé inattendu pour réfléchir s'il appliquerait ou non la consigne. En attendant, on critique ou on approuve l'édit de Népos dans toute la ville. Beaucoup disent « Voici que nous avons trouvé un redresseur de tort. Il n'y avait donc pas eu de prêteur avant lui. Qui est-il pour réformer la morale publique? » Pour d'autres, au contraire, il a eu parfaitement raison. Sur le point d'exercer sa magistrature, il étudie le droit, lit les Senatus Consultes, fait cesser un ignoble trafic, n'accepte pas que la plus noble des professions soit l'objet d'un marché scandaleux. Voilà ce qui se dit partout. Sous la pression des événements, c'est l'une ou l'autre tendance qui triomphera. Il est parfaitement injuste d'approuver ou de blâmer une décision, en la décrétant bonne ou mauvaise, suivant qu'elle l'a emportée ou non. C'est pourtant ce qui se fait communément. Aussi, arrive-t-il souvent qu'à propos des mêmes mesures, on parle de sérieux ou d'inconsistance, de courage ou de folle témérité. Adieu.